Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette 7e vidéo dédiée à Linux, et on n'a pas fini d'en découvrir. On va aujourd'hui s'intéresser aux permissions de fichiers pour les débutants. Donc j'insiste parce que derrière il y aura des petites, éventuellement des compléments qui seront apportés par la suite, mais on va voir vraiment la base des choses. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à cliquer sur s'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne. Parlez-en autour de vous, c'est ce qui me fait plaisir, vous êtes de plus en plus à la découvrir. Donc on va se lancer donc dans les permissions sur les fichiers et les répertoires pour débutants. Donc déjà on est sur un périmètre, les permissions peuvent également être utilisées à d'autres cas de figure. On va déjà se concentrer sur le périmètre des fichiers et des répertoires, et on va également les gérer de manière simple, puisqu'on n'a pas vu encore les élévations de privilèges, etc. Donc on va vraiment, comment on va dire, segmenter les choses pour vraiment gérer ça de manière un petit peu plus simple. Donc, comment lister les permissions sur des fichiers et des répertoires? Donc, ce que je vais faire, là, je suis toujours dans le répertoire qu'on avait lors de la vidéo précédente, dans le terminal de droite. Je vais faire un touch d'un fichier qui s'appelle Toto. Si je fais un ls, j'ai mon fichier Toto qui s'affiche, vous voyez ici. Donc je peux faire, je fais l'équivalent des clear, hein, mais avec un CTRL L, hein, c'est pour ça que je remonte à chaque fois. Donc on a trois modes un petit peu standards. Il existe encore quelques petits modes pour découvrir les permissions des fichiers. Et ces permissions, on appelle ça également des modes. Donc si vous utilisez des outils d'infra-as-code et tout, très souvent, plutôt que de mettre permission, on verra mode de point et vous allez spécifier quelque chose. Là en l'occurrence, alors on va créer aussi un petit répertoire, rep 1, voilà, on va faire comme ceci. Donc là si je fais un ls, j'ai un répertoire et un fichier. Si je fais ls-l en mode liste, ça on l'a déjà vu précédemment, j'ai pas besoin de faire le A. Le A il permet d'afficher également les fichiers masqués. Fichier masqué étant commençant par ayant le nom, les fichiers et les répertoires masqués commençant par un point. Là, en l'occurrence, on va se concentrer sur ce bloc-ci. Et sur ce bloc-ci, qu'est-ce que l'on va retrouver? On va retrouver, alors on va omettre cet élément-là pour l'instant. On va retrouver ici donc le bloc de permission. On va retrouver également le propriétaire du fichier et on va retrouver le groupe qui va être considéré pour le fichier. On va découvrir ça juste après. Donc ça, ls-l permet de voir les permissions. Si je fais un stat, par exemple sur mon fichier Toto, le stat également va me permettre d'afficher les permissions. Alors là, il faut juste avoir un œil un petit peu plus averti. On va le retrouver au niveau de l'access ici. Alors on va avoir du coup les permissions de deux manières. Soit de la manière que l'on a vu ici, qui est le mode simple, on va dire lecture humaine, soit en mode octal. Le mode octal, c'est quoi? C'est un format numérique, on va en parler juste après, assez simple à comprendre, mais qu'il faut avoir un petit peu en tête. On va retrouver également, vous voyez ici, l'UID et le GID. L'UID, donc c'est pour le User ID, en l'occurrence le Owner, donc ici c'est moi, c'est Oki, et derrière ça c'est l'UID, donc l'identifiant sous forme numérique de mon utilisateur qui est propriétaire de ce fichier. On a la même chose pour le groupe, on va en parler juste un petit peu après, avec l'identifiant du groupe et le nom du groupe en question. Derrière on retrouve des dates, donc d'accès, de modification et de changement, voilà, et puis bon, d'autres informations, mais on reviendra dessus, hein, notamment les inodes, ça va être des choses intéressantes, etc. Mais on verra ça plus tard. L'autre commande, donc là on va faire tabulation, get tabulation, et là j'ai différentes options qui se proposent à moi. Moi je vais faire get, je vais tabuler FACL, comme ceci, je fais un CTRL L pour remonter en haut, et je vais utiliser toujours mon fichier Toto, je fais un get FACL de mon fichier Toto, et là je vais retrouver, cette fois-ci encore de manière plus lisible, peut-être même pour un débutant, l'ensemble des éléments. Donc là, ça nous confirme que notre fichier c'est Toto, que notre owner de ce fichier, donc propriétaire de ce fichier, c'est Oki, le groupe, puisque mon utilisateur dispose d'un groupe qui dispose du même nom, le groupe également c'est Oki, et surtout les permissions concernant trois blocs de permissions, trois niveaux de permission, l'utilisateur, donc le owner, en l'occurrence ici, à savoir donc ici des permissions RW rien du tout, le groupe RW rien du tout, et
les autres utilisateurs, ceux qui ne sont pas compris ici, en R-. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Donc on a 3 commandes, le ls, le stat et le getFACL. Maintenant, qu'est-ce que l'on... Donc si on refait notre ls, ici, hop, voilà. Qu'est-ce que l'on voit ici quand on a fait notre ls? Première chose, le premier caractère ici va mentionner soit un D pour directory, soit un tiret pour un simple fichier, ce qu'on retrouve ici. On a un simple fichier, donc on a bien un tiret, et un répertoire, on a un D. Derrière, il existe d'autres significations. Les C, par exemple, pour les caractères device. Par exemple, si je fais un ls-l2/dev, on en a déjà parlé, le dev pour device, c'est l'ensemble des périphériques, ça va être, par exemple, les disques, etc. Et bien, derrière, hop, on va dézoomer un petit peu, on va retrouver donc ce fameux C en premier caractère. Vous voyez, on l'a partout, ici. Donc, normal. Autre élément, par exemple, alors ça, on verra ça plus tard, la notion de lien symbolique. Donc là, on va pouvoir faire représenter un fichier à différents endroits sans pour autant le recopier. Donc ce qu'on appelle des liens symboliques. Et là, donc on aurait un L par exemple. On a le pipe, alors là c'est un petit peu plus rare encore, c'est le P. On a les sockets, donc c'est un S. Les blocs device, c'est un B. Et les door, c'est un grand D majuscule. Et on retrouve donc le tiret du file. Donc le D et le file, jusqu'ici, c'est plutôt déjà pas mal. Donc comment ça fonctionne, ce qu'on voit ici à l'écran, quand on fait notre fameux ls-l avec notre fichier, notre répertoire. Donc maintenant, on va s'intéresser aux séries de blocs de 3 caractères suivants. Ici, donc on a 3 caractères, 3 caractères, 3 caractères. C'est ce qu'on retrouvait quand on a fait le getFACL. Donc si on le refait, getFACL de Toto, on retrouve le premier bloc de 3 caractères avec RW-, RW- de groupe et R-, ensuite. Donc si on prend ici, on a bien ce qu'on vient de voir avec le getFACL, donc les permissions. Derrière, qu'est-ce que signifie RWX? C'est assez facile à retenir. R pour read, W pour write et X pour les exécutables. Donc R pour read, ça va permettre de lire le fichier, tout simplement. Donc là, en gros, ici, on va retrouver le premier bloc pour les utilisateurs, le deuxième bloc pour les utilisateurs membres d'un groupe, mais n'étant pas owner. Alors, premier groupe, pardon, pour les utilisateurs owner, pardon. Deuxième bloc ici pour les membres du groupe, en l'occurrence du groupe OKI ici, qui ne sont pas le owner, c'est-à-dire qui ne sont pas OKI. Ensuite, on a le dernier bloc ici, c'est-à-dire quand je ne suis pas owner ni dans le groupe qui est là, voilà les permissions qui s'appliquent, c'est-à-dire R-. Donc R pour la lecture, donc on va pouvoir simplement lire le fichier. W, donc ça veut dire qu'on va pouvoir juste écrire dedans. X, on va pouvoir juste l'exécuter. Donc vous vous doutez bien qu'on va avoir besoin de combiner l'ensemble des choses, voire des fois on va avoir besoin des 3, c'est-à-dire R, W et X. C'est pour ça ici qu'on a une sorte de triptyque à chaque fois, Là en l'occurrence, donc on a R, W sans le X, donc il n'est pas exécutable en tant que tel par moi-même. Si je veux le changer, on va le voir juste après, on va pouvoir faire une opération. Là en l'occurrence, donc on n'est pas en mode octal, comme je vous disais, c'est-à-dire on est en mode humain, facile à lire, etc. Si on veut passer en mode octal, c'est un petit peu plus compliqué, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir 9 éléments pour définir les caractéristiques d'un fichier ou d'un répertoire en termes de permission, de mode, on va en avoir que 3. Mais pour en avoir que 3, vous voyez qu'on a besoin de gérer à chaque fois le R, W et le X, donc pouvoir définir est-ce que l'on autorise la lecture, l'écriture et l'exécution. Pour gérer ça, il y a un système très simple, vous voyez qu'ici, à gauche, repose sur l'équivalence d'un read pour une valeur de 4, d'un write pour une valeur de 2 et d'un executable pour une valeur de 1. C'est-à-dire que si je veux que mon fichier ait les caractéristiques RWX pour le owner ici, il va falloir que ce chiffre, donc qui est si on se met comme ça, hein, mon chiffre par défaut, si je définis absolument rien, alors il va s'afficher
quoi qu'il arrive, un répertoire va être affiché, et ça on le verra une autre fois avec des permissions typiques, mais appliquées à tous par défaut. Mais là, en l'occurrence, vous voyez que si je veux attribuer des droits avec 3 digits, 3 valeurs, je vais avoir sur ma première valeur ici, il va falloir que j'associe RWX, sur celle du milieu RWX et sur la troisième RWX également. Donc là, pour gérer ça, on a le 4, le 2 et le 1. Là, en l'occurrence, si on applique... alors, si j'avais RWX, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'on a le cumul, donc on additionne l'ensemble. Là, en l'occurrence, donc RWX, dans cet exemple-là, ça correspond à 7. Ok. Si j'ai RW, donc du coup, si je reprends ma ligne ici, bah finalement, ça correspond à un 6. Si j'ai toujours RW sur le deuxième, donc pour les groupes, j'ai également 6. Et à la fin, j'ai juste R pour les autres utilisateurs, pardon, les others, et du coup, je vais avoir juste un 4. Donc du coup, on se retrouve avec 664. Et là, effectivement, donc on va se faire... Hop là, je vais juste commenter cette ligne, voilà. Si on refait notre stat de Toto, comme ceci, qu'est-ce que je retrouve ici? Vous voyez que j'ai bien mon mode ici, qui est 0,664. Alors le 0, on reverra ça plus tard, mais j'ai bien 0,664. Si je fais sur 1, vous voyez que j'ai 775. Pourquoi? Donc si on refait notre ls, rep1 qui est ici, on a quoi? Donc on a dit qu'on a RWX pour le owner, pour le groupe on a RWX également, et ensuite on a RX, ce qui va correspondre tout simplement à 5. Donc du coup, quand on fait notre stat, ici on retrouve bien 775. Alors ça va être pratique parce que ça va permettre, notamment alors dans pas mal d'outils d'infrascode par exemple, on en reparlera plus tard, ça permet de définir, plutôt que de changer les droits un à un, on va pouvoir les définir, on va le voir même après également, ça va être un petit peu plus pratique. Donc là on va faire une mise en application, sauf que pour mettre en application, il va nous falloir des commandes. Première commande qu'il nous faut, c'est gérer le changement de mode. Donc pour changer de mode, on va utiliser chmod. Donc si on fait un mat de chmod, on va retrouver ici le changement de mode, vous voyez, avec différentes options qu'on va retrouver ici. Parmi les options intéressantes, ça va être le tiret grand R, ça va être le mode récursif, c'est-à-dire que j'ai une arborescence entière et sur toute cette arborescence, par exemple, je veux appliquer du lecture-écriture, 775 qu'on va dire, je vais pas vous en détailler, eh bien je vais pouvoir faire un tiret grand R et je vais l'appliquer partout. Si je veux faire rendre exécutable partout également, je vais pouvoir faire un tiret grand R et je vais pouvoir appliquer également l'ensemble. Vous avez le tiret petit c aussi qui peut être pratique, c'est un mode verbeux mais qui va afficher uniquement les modifications qui vont être réalisées. Alors là on va utiliser donc en l'occurrence voilà, on va faire un chmod, et chmod donc on a différentes manières de pouvoir l'utiliser. On va pouvoir l'utiliser soit sous forme humaine, soit sous forme octale. Donc si on veut le faire sous forme octale, donc là je ne sais déjà plus ce qu'on avait sur... hop là. Hop. Donc Toto ici, vous voyez que moi ce que je veux faire, Toto, c'est très simple. On va lui appliquer partout lecture, écriture, exécutable. Donc pour faire ça, on va faire un chmod 777, donc RWX, et sur Toto, comme ceci. Donc là, si je refais un ls-l, vous voyez, alors en plus ma coloris a changé, on a la coloration qui varie, et là, vous voyez que je retrouve bien RWX, RWX, RWX. Si je veux modifier, par exemple, on va supprimer tout le caractère exécutable de l'ensemble, donc à la fois le owner, le groupe et les others. Vous voyez que du coup je suis passé ici en 666, c'est-à-dire que j'ai retiré 1, et si je retire 1, quand on remonte dans notre table ici, ça revient à retirer X. Si je retire 4, donc par exemple ici il ne reste plus que 2, hop,
Donc si j'applique la même chose qu'ici, je retire 4, ça veut dire que je fais 222, simplement. Et bien derrière, je vais avoir supprimé le 4, c'est-à-dire la lecture. Et du coup, il me reste plus que l'écriture partout. Si je ne veux pas utiliser le mode octal, voilà, je ne me sens pas très à l'aise avec, eh bien je vais pouvoir faire gérer les choses d'une autre manière. Je vais pouvoir faire un chmod, et par exemple si je veux rendre les choses, on a dit qu'on était en... Ouais, voilà, je veux remettre la lecture partout, sur Toto, je vais pouvoir faire un plus R. Le plus R, ça va regarder ce qui se passe à l'heure actuelle sur nos permissions, et ça va venir rajouter le caractère lecture dessus. Si je mets un plus X, ça va le rajouter également. Et là, comme on n'a pas précisé, vous voyez, on n'a pas précisé de owner, de groupe et de other, du coup, ça veut dire que le plus X s'applique à tout utilisateur, donc du coup à l'ensemble. Si par exemple ici je veux supprimer le caractère écrivable pour les autres utilisateurs, je vais faire un chmod other moins w de Toto, hop là. Et là, si je relis ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai retiré donc pour other, pour O, donc pour other, le caractère écrivable sur le fichier Toto. Donc là, on se retrouve bien dans cette condition-là. Si je veux le faire juste pour le groupe, si je veux le faire pour le groupe et en même temps, voilà, je vais appliquer la même chose pour le groupe et pour le owner, je vais faire pour U et pour G du coup, et U et G du coup, ça va me permettre de le retirer pour l'ensemble. Alors du coup, on l'a retiré partout. Voilà, donc c'est à peu près tout là-dessus. Donc pour le chmod, donc le mode récursif est très important à retenir. Donc là, en l'occurrence, on n'a pas on peut créer un touch dans rep1 et on va créer un file A par exemple. Donc si je fais un ls-l enter par exemple, donc là je vais faire en mode récursif, vous voyez, donc je retrouve ici les droits sur mon rep1 qui sont ici. Mon rep1 lui il a ces droits-ci, donc on retrouve notre fameux 775, et derrière ici on est en file A, c'est-à-dire qu'on est en 664, et derrière, donc si je veux changer ces droits, à la fois pour l'ensemble de rep1, donc ce qu'on va faire, on va faire un gros changement, voilà, on va passer un chmod 600 par exemple, et là je vais lui passer un tiret grand R sur rep1, hop là, ah oui j'ai pas les droits, mince, c'est pas grave, on va le faire comme ceci, hop. Alors vous préoccupez pas du hop là, ouais j'ai pas tapé le mot. Vous préoccupez pas de ce que je fais là, on va le voir très prochainement ce que représente sudo, donc sudo pour super utilisateur do. Et là en l'occurrence si je fais ls-lr, ah oui parce que ouais ok, alors c'était pas le bon exemple à réaliser du tout. C'est pas grave. Alors j'ai fait un touch, tiens c'est étonnant qu'il ait réagi comme ça. On va faire un chmod dans rep chmod 777 dans rep1 de file A. Ouais forcément maintenant je vais être... Hop. Ouais c'est pas grave. Là on va partir dans trop de détails après si je veux expliquer, c'est pas grave. Alors donc on va revenir à notre répertoire, à notre fichier Toto, tout simple ici. Notre fichier Toto, ouais, parce que je vais pas rentrer dans les détails, sinon on va. Alors notre fichier Toto ici, il a ses droits ici, et il a ce owner et ce user. Sauf que qu'est-ce qui se passe si je veux changer de owner, de owner et de groupe, j'ai dit user, de owner ou de groupe. Donc on a au niveau de Linux, la notion de user, d'utilisateur, donc c'est des utilisateurs par exemple comme Oki, mais il y en a plein d'autres sur la machine. On a également la notion de groupe. Les groupes
rassemble 1 à plusieurs users. Du coup, on se retrouve avec la possibilité de donner des droits donc de owner, donc pour gérer spécifiquement le cas d'un utilisateur sur ce fichier-là et lui donner généralement des droits les plus avancés, bien sûr. Donc généralement, les droits qui sont ici sont plus avancés que ceux qui sont là, qui sont plus avancés que ceux qui sont ici. Et ici, on a le groupe. Le groupe, lui, généralement, ça va être d'autres utilisateurs, bien sûr, que cet utilisateur-là. Ou cet utilisateur-là, mais lui aura un cas particulier qui va s'appliquer. Donc là, qu'est-ce qui se passe si je veux, par exemple, changer de groupe? Donc pour changer de groupe, on va utiliser... on peut utiliser Change Group, qui va permettre de faire les modifications de groupe, ou sinon, on a le Change Own, qui permet de faire le changement de owner, c'est-à-dire de l'utilisateur qui est ici. En l'occurrence, si on veut changer d'utilisateur, alors j'ai pas utilisé d'élévation de privilège sans le faire, donc c'est pas grave. Là par exemple, si je veux donner à l'utilisateur, donc on avait vu l'utilisateur root, qui est celui qui fait tourner et qui a le plus de droits sur la machine, qui a tous les droits sur la machine, là en l'occurrence, je vais pouvoir faire préciser l'utilisateur comme ceci, et puis éventuellement appliquer ici Toto, comme ceci. Alors là, bien sûr, il me faut des permissions. Moi, je ne veux pas vous expliquer les notions de permission tout de suite, d'élévation de privilège tout de suite. Donc là, on va pouvoir changer d'utilisateur de Toto. Si en même temps, je veux changer d'utilisateur, admettons que c'est pas Oki qui en est le propriétaire, mais si je veux changer en même temps de propriétaire et de groupe, par exemple, il existe un groupe qui s'appelle sudo, et je vais pouvoir appliquer chown Oki pour le owner et sudo pour le groupe, comme ceci. Donc là, si je refais un ls-l, voilà, tout simplement, vous voyez qu'ici le groupe a changé et le groupe est devenu sudo. De la même manière, si par exemple je ne voulais pas changer l'utilisateur et je veux le remettre au groupe Oki, ce que je fais, c'est que le séparateur qui est le double point, je vais rien lui mettre avant et par contre je vais lui mettre Oki tout simplement. Et ici, si je refais un -l, vous voyez que du coup je me retrouve comme ceci. C'est pour ça que très rarement on utilise le change group. On va plutôt utiliser le chown et on va l'utiliser à la fois pour les groupes et pour les owners. C'est pour ça que voilà, je vous montre pas trop le change group. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.